Bonjour, bienvenue à cette 5e leçon de la partie optique et propagation du cours de physique 2 donné dans le cadre du réseau de MedNet-U. Cette leçon sera consacrée aujourd'hui aux notions d'interférence et de diffraction. La leçon sera organisée comme suit. Dans un premier temps, nous verrons la notion d'intensité lumineuse, puis nous en déduirons les équations d'interférence. Nous verrons les interférences à deux ondes et les principaux types d'interféromètres qui y sont reliés. La deuxième partie de la leçon sera consacrée au phénomène de diffraction. Nous verrons donc le principe de Huygens et ses conséquences sur la résolution des systèmes optiques. Donc, commençons par la première partie du cours, qui est tout simplement l'intensité lumineuse. Alors, qu'est-ce que l'intensité lumineuse? Pour commencer, il va falloir définir tout d'abord ce qu'est la puissance optique. Donc, si on a une onde lumineuse U de R et de T qui est incidente sur une surface A, l'intensité optique incidente est donnée par la formule I de R et de T égale la valeur moyenne sur le temps du carré de l'amplitude de l'onde divisé par 2. Il est important de noter que cette quantité est une quantité locale en un point. Il s'agit donc d'une densité de puissance. L'intensité est donc donnée en watts par centimètre ou par mètre carré. On peut déterminer la puissance globale reçue par un système en intégrant cette quantité sur toute la surface. Et alors, on aura ici la puissance optique qui elle, est exprimée en watts et qui est tout simplement l'intégrale double sur toute la surface de l'intensité. À ce stade-là, il est important de préciser la différence entre intensité lumineuse et puissance lumineuse. En effet, souvent, ces valeurs sont confondues et ça peut créer certains problèmes. Par exemple, si vous regardez directement une ampoule à incandescence qui émet 1 watt ou 10 watts de lumière, vous n'aurez pas de peine à la regarder et vous serez à peine ébloui. Par contre, si vous fixez directement un faisceau laser de 10 watts, votre œil sera quasiment instantanément brûlé. Pourquoi? Parce que dans un cas, la densité de puissance est beaucoup plus élevée que dans l'autre. La puissance émise par la lampe à incandescence est émise dans les 4 pi stéradians de l'espace, donc la densité de puissance est relativement faible, tandis que la puissance émise par le laser est concentrée dans un faisceau dont les dimensions sont de l'ordre du millimètre. Les densités de puissance ou les intensités peuvent alors dépasser le mégawatt ou le gigawatt par centimètre carré. Que se passe-t-il lorsque l'on regarde l'évolution de la puissance fournie par deux ondes différentes? En effet, si j'ai une onde U1 ici qui dépend de l'espace et du temps et une onde U2 qui se rencontre ici au niveau d'un objet quelconque. L'onde résultante sera bien sûr la somme des deux ondes. Néanmoins, la majorité des détecteurs ne sont pas sensibles à l'amplitude de l'onde optique, mais à son intensité. Donc, si nous avons une onde de la forme
U1 de R et de T. On pourra la réécrire si nous avons des ondes monochromatiques de la forme U1 de R exponentielle J oméga T. Ce qui nous amènera à une intensité qui sera donc proportionnelle au module carré de U, qui est la somme, qui est le module carré de la somme de U1 et de U2. Le module carré d'une somme, je vous rappelle que ce n'est pas la somme des carrés. En effet, on retrouve ici le carré du module de U1 plus le carré du module de U2, mais il y a ici les deux termes croisés. Ces deux termes croisés sont à l'origine du phénomène d'interférence. C'est un phénomène que nous allons détailler un peu plus maintenant. Donc, que se passe-t-il si on réécrit notre équation et notre comportement en fonction de l'intensité? On peut réécrire que U1 est de la forme racine de l'intensité I1 exponentielle J phi, où phi représente la phase de l'onde. Dans ce cas, l'intensité résultante ici sur le point est I qui vaut I1 plus I2 plus 2 fois racine de I1 I2 cosinus de la différence de phase entre les deux ondes. Cette relation est extrêmement fondamentale pour les interférences. C'est la relation d'interférence à deux ondes. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si phi1 et phi2 sont identiques, le cosinus ici vaut 0 et on a une intensité. Maintenant, si la différence entre phi1 et phi2 est telle que le cosinus vale 0, on peut ne pas avoir d'intensité. Donc c'est quelque chose qui peut surprendre a priori, comment en ajoutant deux ondes, on peut avoir ici une intensité nulle. C'est tout simplement lié à ce terme de phase et lié au fait que l'onde n'a pas disparu, mais que l'on ne détecte non pas l'amplitude de l'onde, mais son intensité. On dira des détecteurs, dont le plus flagrant exemple est notre œil, que ce sont des détecteurs quadratiques. Ils ne sont pas sensibles à la valeur de l'amplitude du champ optique, mais au carré de son amplitude. Alors, comment peut-on utiliser ce phénomène pour faire des expériences en physique? On peut réaliser plusieurs éléments qu'on l'on appelle des interféromètres, c'est-à-dire que nous allons faire varier la différence de phase entre les deux ondes et que nous allons utiliser ce phénomène pour caractériser soit des matériaux, soit pour faire des capteurs. Le premier type d'interféromètre qui nous intéresse est l'interféromètre de Mach-Zehnder. Dans l'interféromètre de Mach-Zehnder, nous partons d'une source unique, donc qui est une onde lumineuse, que nous séparons ici à l'aide d'une lame semi-réfléchissante. Alors, une lame semi-réfléchissante est un mauvais miroir qui réfléchit 50% de la lumière qui lui est envoyée et qui en transmet 50%. Donc, nous séparons l'onde incidente en deux parties. La partie U1 continue son trajet tout droit. La partie U2 est déviée à 90 degrés, puis ramenée ici avec un miroir, sur un autre miroir, et ramenée sur une autre lame séparatrice. Cette fois-ci, on l'utilise non plus en séparation, mais en recombinaison. Donc ici, l'onde U1 va se recombiner avec l'onde U2 pour créer ici l'onde U. Si en fin de chaîne, on pose un détecteur quadratique, que ce soit un
photodétecteur ou un œil, on va observer des interférences. D'où viennent les interférences? Elles viennent du fait que le trajet ici suivi par l'onde U1 est différent du trajet suivi par l'onde U2. Elles n'auront donc pas subi le même déphasage. Un autre type d'interféromètre est l'interféromètre de Sagnac. Là aussi, on part avec une source unique U0. Cette source est séparée en deux au niveau de la lame séparatrice. Donc, une partie de l'onde qui est ici représentée en vert est dirigée vers le haut et une partie représentée en orange passe tout droit. On positionne 3 miroirs de façon à former un rectangle. Et que se passe-t-il? La partie réfléchie vers le haut se retrouve cette fois-ci renvoyée par le miroir à 90 degrés sur le second miroir, qui la renvoie sur le troisième miroir, pardon, où elle revient sur la lame séparatrice qui va la réfléchir cette fois-ci dans cette direction. On a le même phénomène, mais à l'inverse, ici, au niveau de l'onde U2. Elle est réfléchie sur le troisième miroir, elle passe sur le second, puis sur le premier, et revient ici en U. En fait, on s'aperçoit que les deux ondes suivent le même trajet. On peut observer les interférences ici, au niveau de la détection. La différence se fait au niveau du fait que les chemins ne sont pas parcourus dans le même sens. Donc, si on met un élément déphasant dans un endroit, on va rajouter une phase phi d'un côté et une phase moins phi de l'autre. Dernier type d'interféromètre que nous devons remarquer, c'est l'interféromètre de Michelson, qui est un interféromètre assez classique et couramment utilisé. Dans ce cas-là, nous partons toujours avec une source unique que j'ai notée ici U0. Nous avons une lame séparatrice qui va séparer U0 en deux parties. La première partie U1 et la deuxième partie U2. Chacune des deux ondes est réfléchie sur un miroir et renvoyée sur la lame séparatrice où elle est recombinée pour former l'onde U. En réglant la position respective des miroirs, on peut régler la phase relative des ondes U1 et U2. Alors, le principe de l'interféromètre de Michelson est extrêmement pratique. C'est un interféromètre qui est très usé et très utilisé. Nous allons voir en particulier plusieurs exemples d'utilisation de l'interféromètre de Michelson. Le premier est l'utilisation en tant que capteur de déplacement. En effet, si j'utilise une source laser comme source, je vais séparer le faisceau laser en deux parties, la partie qui monte vers ce miroir et la partie qui vient ici. Si on fait bouger un des miroirs, on va faire varier le déphasage de l'onde qui est montée ici. Donc, en mesurant ici les interférences, on va pouvoir déterminer le sens de déplacement du miroir. Ainsi, l'intensité va varier de façon périodique en fonction du déplacement des franges. La distance entre les franges est donnée par la relation delta, l'interfrange, qui vaut 2 fois la variation de distance delta L ici. Donc, comment faisons-nous pour mettre en œuvre un tel appareil qui a une précision extrêmement bonne, puisqu'on peut avoir une précision de lambda sur 10 avec les électroniques modernes, c'est-à-dire qu'on arrive à déterminer des arches ici
de la fonction d'intensité qui permettent par extrapolation de remonter à des précisions de lambda sur 10. Cela veut dire qu'avec une source laser de type hélium-néon dont la longueur d'onde est à peu près de 0,6 microns, nous avons des précisions de l'ordre de 60 nanomètres. Comment fait-on pour mettre en œuvre tout ceci? Vous avez ici un exemple de réalisation en optique de volume. Alors, vous avez la lame séparatrice qui est ici. Le faisceau incident émis par le laser rentre ici par l'ouverture. Il est séparé par la lame séparatrice pour aller sur le premier miroir ici. Puis, la partie transmise est envoyée sur le deuxième miroir que l'on peut régler donc au niveau de la distance et qui peut se déplacer pour ensuite amener un faisceau transmis dans cette direction. Alors, on observe donc les interférences ici. Alors, ce montage est un montage assez compact. Il existe différents types d'interféromètres de Michelson. Certains montages sont beaucoup plus grands et peuvent utiliser des surfaces supérieures à quelques mètres carrés. Certains montages sont beaucoup plus petits. Par exemple, dans mon laboratoire, nous avons intégré sur une puce de quelques millimètres carrés 2 interféromètres de Michelson. C'est-à-dire que la fonction peut aussi bien avoir des dimensions très grandes que des dimensions très petites. Il n'empêche que le principe d'interférence qui est mis en œuvre reste le même. Voyons donc maintenant comment on peut mesurer d'autres choses avec un interféromètre, en particulier une notion très importante en physique qui est la notion de cohérence temporelle. Donc, quel est le problème de la cohérence temporelle? Il est en fait lié à une idéalisation mathématique. Depuis le début, quand nous parlons d'ondes optiques, nous supposons que nous avons une source monochromatique avec une longueur d'onde donnée et fixe. Donc, une fréquence d'émission donnée et fixe. C'est-à-dire que si on trace ici le spectre de Fourier de notre onde, c'est tout simplement un Dirac à une fréquence unique. Si on fait donc la transformée de Fourier de cette onde monochromatique, on a une onde qui est infinie au cours du temps. Donc qui commence pour des temps infinis en négatif, inférieur à 0, et qui s'arrête à l'infini. Or, on sait très bien que rien n'est infini dans le monde réel, et que donc ceci n'est qu'une idéalisation mathématique. En effet, si on regarde une onde réelle, que se passe-t-il? Nous avons un signal qui, au cours de temps, est fini. Donc, il y a un début et une fin. Et bien sûr, si on fait la transformée de Fourier de ce signal pour avoir les fréquences qui correspondent, nous n'avons non plus une fréquence unique en un pic de Dirac, mais nous avons une forme ici fréquentielle qui présente une certaine largeur spectrale. Et la largeur spectrale est liée à la durée ici de l'onde émise. On voit donc qu'il est important de connaître et de mesurer la durée de l'onde émise et donc la largeur spectrale des sources utilisées. Voyons maintenant ce qu'est la lumière naturelle, celle que l'on utilise tous les jours. Donc, en fait, la lumière émise par les matériaux courants et que l'on voit tous les jours, c'est-à-dire le soleil ou les sources lumineuses à incandescence ou les tubes néons, est faite par la désexcitation d'atomes.
C'est-à-dire que si on prend, par exemple, un atome ici représenté en vert, en bleu ou en orange, ces atomes sont sur des états d'énergie excitée et ils descendent sur des états d'énergie non excitée. En descendant, ils émettent une onde lumineuse dont l'énergie est égale à la différence entre les deux niveaux d'énergie. Alors, que se passe-t-il? Ces atomes-là ne sont pas du tout synchronisés entre eux. C'est-à-dire que les ondes émises, vous avez ici l'onde émise par l'atome dessiné en vert, ici l'onde émise par l'atome dessiné en bleu, et ici l'onde émise par l'atome en orange. Les ondes n'ont aucune relation entre elles. Donc, si on veut pouvoir réaliser des interférences, il est important que nous respections la durée moyenne d'un train d'onde. La durée moyenne d'un train d'onde est fixée ici par la longueur du train d'onde, donc par le temps de cohérence, que l'on appelle temps de cohérence ici. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons faire d'interférence qu'entre des ondes qui ont gardé un lien de phase entre eux. Donc entre ici un point, par exemple, de l'onde orange et un autre point de l'onde orange. Mais il est impossible d'obtenir des interférences entre un point de l'onde bleue et un point de l'onde orange, car le lien de phase entre ces deux ondes est aléatoire. Donc leur moyenne au cours du temps s'annule. Donc, on va définir la longueur moyenne de cohérence. La longueur moyenne delta t d'un train d'onde est appelée temps de cohérence. Et comme on sait que la lumière se propage à la vitesse c, on définit en parallèle la longueur de cohérence. La longueur de cohérence, c'est tout simplement le temps de cohérence que va multiplier la vitesse de la lumière. Pourquoi est-ce qu'on a défini une longueur de cohérence? Parce que, comme vous l'avez vu dans les interféromètres précédents, on réalise en général des interférences en déplaçant un des éléments du système, c'est-à-dire en augmentant le trajet d'un des faisceaux. C'est donc important de connaître la longueur de cohérence parce qu'elle fixe en fait la longueur maximale de déplacement que l'on pourra détecter pour faire des interférences. Donc, le fait d'avoir une phase aléatoire entre deux trains d'ondes nous conduit au fait que seules des ondes cohérentes peuvent donner des interférences. Et ainsi, voici les sources lumineuses que l'on peut utiliser pour faire des interférences. Et nous avons mis en parallèle leur longueur de cohérence. Alors, la première des sources à laquelle on pense, c'est le Soleil, puisque c'est notre source de lumière naturelle. Ici, nous avons regardé que la partie visible de l'émission du Soleil, donc entre à peu près 0,4 et 0,8 microns. Ce qui fait donc une largeur spectrale en fréquence d'à peu près 3,75 10 puissance 14 Hz, ce qui fait une durée de cohérence extrêmement courte, 2,67 femtosecondes. Donc, une longueur de cohérence de 800 nanomètres. Ici, d'accord? Donc 800 nanomètres, c'est extrêmement petit. C'est pourquoi vous observez très rarement des phénomènes d'interférence dans la vie de tous les jours. Il faudrait que les différences de chemin entre les ondes qui ont été séparées et qui se recombinent soient inférieures à 800 nanomètres. Je vous rappelle que typiquement, les détails que nous arrivons à discerner avec l'œil ne dépassent pas le micron.
deuxième type de source, nous avons les sources à diode électroluminescentes, ici, qui sont des sources qui sont un peu plus cohérentes. Vous avez tous vu des diodes électroluminescentes sur des appareils d'optique. Maintenant, on en voit d'ailleurs de plus en plus qui sont utilisés pour remplacer les sources classiques à incandescence dans les feux tricolores. Donc, si on prend une diode électroluminescente, vous avez ici une largeur spectrale qui est un ordre de grandeur plus faible que celle du Soleil, ce qui fait une durée d'impulsion 30 fois plus grande et une longueur de cohérence de 20 microns. Là aussi, il est extrêmement dur d'observer dans des conditions classiques des interférences avec des diodes électroluminescentes. On peut prendre des lampes à gaz, donc plus précises, des lampes à vapeur de sodium à basse pression, qui sont des sources monochromatiques qui émettent typiquement dans le jaune. Nous avons ici une largeur de raie, cette fois-ci, qui est encore 2 ordres de grandeur plus faible que celle d'une diode électroluminescente. Et nous avons des durées d'impulsion qui sont de 2 picosecondes. Dans ce cas-là, nous avons des interférences, des longueurs de cohérence sur lesquelles nous pouvons observer des interférences qui sont de l'ordre de 600 microns. Il devient alors possible de commencer à observer des phénomènes interférométriques avec de telles sources. Finalement, si l'on veut utiliser des phénomènes interférométriques de façon facile et pour avoir des utilisations des interférences dans la vie courante, il vaut mieux utiliser des lasers. Par exemple, si on prend un laser hélionéon multimode, les lasers rouges classiques que vous avez peut-être vus dans certains de vos salles de travaux pratiques, nous avons une durée, une largeur spectrale qui est de l'ordre de 1,5 10 puissance 9 Hz, ce qui fait des durées, des temps de cohérence de 0,67 nanosecondes et emmène des longueurs de cohérence de 20 cm. Donc nous pouvons mesurer des différences de chemin optique de l'ordre de 20 cm. Si on prend un laser monomode, cette fois-ci la cohérence est beaucoup plus grande puisque nous avons des longueurs de cohérence de 300 mètres. Ces longueurs permettent donc de faire des interférences sur des longueurs très grandes. Alors, à quoi ça sert d'avoir des longueurs de cohérence si grandes? Par exemple, si vous voulez asservir la position d'un objet par rapport à un autre, il faut pouvoir mesurer sa position de façon très précise. Si vos objets sont distants de 300 mètres l'un par rapport à l'autre, il vous faudra des longueurs de cohérence de cet ordre pour pouvoir faire des mesures. Cet exemple, par exemple, vous pouvez utiliser ce type d'interférence pour positionner 2 satellites l'un par rapport à l'autre. Dans ce cas-là, les longueurs de cohérence des sources que vous utiliserez devront être plus grandes que le kilomètre, ce qui est actuellement possible et réalisé avec certains lasers à très très haute cohérence. Nous passons maintenant à la deuxième partie du cours en parlant du deuxième phénomène typique de l'optique ondulatoire qui est la diffraction. Alors, que se passe-t-il lorsqu'une onde, par exemple plane, arrive ici sur un diaphragme? Un diaphragme est tout simplement une zone qui délimite la partie de l'onde qui peut être transmise. Ainsi, l'onde peut passer à travers l'ouverture ici, mais est bloquée sur les bords. Si l'ouverture est très grande par rapport à la longueur d'onde, comme c'est le cas ici, on voit que finalement l'onde est coupée et tronquée, mais continue à se propager à peu près normalement. Maintenant, si l'onde est diaphragmée par une ouverture dont l'ordre de grandeur en dimension est à peu près équivalent avec la longueur d'onde, on voit que l'on change complètement la nature de l'onde. Ici, nous avions une onde plane incidente sur l'ouverture, et en sortie, nous avons une onde qui est complètement changée de nature, qui ressemble à une onde sphérique,
et dont l'orientation, dont l'évolution est complètement différente et n'est pas fixée en tout cas par l'ouverture, par la forme de l'ouverture. On dit que cette onde est diffractée. Alors, comment peut-on schématiser cette expérience? Tout d'abord, voyons ce qui se passe lorsque l'onde est diaphragmée avec une ouverture qui est grande par rapport à la longueur d'onde. En fait, on a tout simplement tronqué le front d'onde. On a coupé ici les bords du front d'onde, mais on n'a pas changé de façon significative la nature de l'onde. On voit que tout reste identique. Maintenant, si nous avons une ouverture qui est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, que se passe-t-il? S'il n'y avait pas de phénomène, nous aurions tronqué donc les fronts d'onde comme précédemment, et nous aurions une forme qui est celle située ici à l'intérieur de ce triangle. Or, ce que l'on observe est une forme beaucoup plus évasée, avec ici la présence du nom, alors que nous ne devrions pas en avoir. C'est le phénomène de diffraction. Alors, comment peut-on expliquer ce phénomène de diffraction? Il est expliqué à travers le principe d'Huygens-Fresnel, qui permet de tracer un front d'onde à l'instant t plus un instant infinitésimal delta t, en connaissant le front d'onde précédent à l'instant t. On suppose qu'une onde, un front d'onde, ici, à l'instant t, est en fait constitué d'une infinité de points sources qui sont des ondes sphériques. Donc, ce sont les petits points que l'on voit ici sur le front d'onde. Ces ondes sphériques vont rayonner et ces points d'ondes sphériques vont rayonner des ondes sphériques et l'onde générée à l'instant t plus delta t est tout simplement la somme des amplitudes de toutes les ondes issues des points sources. Donc ici, par exemple, nous avions un front d'onde à l'instant t qui était ici en orange. Il y a eu le rayonnement à l'instant t plus dt de tous les points sources, qui est représenté par les cercles bleus ici. Et l'enveloppe de ce rayonnement donne ici la surface d'onde à l'instant t plus dt. Donc nous l'avons vu dans le cas d'une onde sphérique. Si on regarde dans le cas d'une onde plane, voilà ce qui se passe. Nous avons le premier front d'onde ici, les points sources qui sont ici, qui rayonnent donc en t plus delta t. Et lorsque l'on trace l'enveloppe de leur rayonnement, nous avons ici le deuxième front d'onde. Donc, nous pouvons résumer le principe du Huygens-Fresnel en disant qu'en traçant le front d'onde à t plus dt des sources élémentaires, nous pouvons déterminer le nouveau plan d'onde comme l'enveloppe des fronts d'onde des ondes secondaires. Alors, que se passe-t-il lorsqu'il y a le phénomène de diffraction? Chaque point d'une surface d'onde à t0 va être une source secondaire. Donc, si on regarde le schéma que nous avons ici, nous avons l'onde incidente, ici une onde sphérique, avec différents points sources, S1, S2 et S3. La surface d'onde ici en T0 va permettre d'engendrer la surface d'onde ici au temps T à partir des ondes sphériques générées par S1, par S2 et par S3. Donc, nous avons
ainsi pu calculer les différentes sources et nous voyons que notre diffraction est modélisable à partir des différents rayons et des différentes sources secondaires en fonction du calcul de leur enveloppe. Nous arrivons donc à la conclusion de cette leçon. Nous avons vu au cours de cette leçon que l'intensité optique était liée au carré de l'amplitude de l'onde, que nous obtenions des phénomènes d'interférence car l'intensité de l'onde est telle résultante de la somme des deux ondes est différente de la somme des intensités des ondes séparées, ce qui amène au phénomène d'interférence. Nous avons vu au niveau de la diffraction que l'onde générée par un phénomène diffractant pouvait être recalculée en utilisant le principe de Huygens-Fresnel qui permet de générer un front d'onde à l'instant t plus delta t en utilisant les sources secondaires du front d'onde à l'instant précédent. Ces deux phénomènes que sont les phénomènes ondulatoires, que sont les interférences et la diffraction, sont des phénomènes très intéressants du point de vue optique, car l'un permet de faire des capteurs et de mesurer de façon assez précise des distances, à d'autres applications telles que l'holographie, qui permettent aussi de reconstituer des systèmes en 3D. L'autre est important. La diffraction est un phénomène important, car c'est souvent un phénomène qui va limiter la précision et la résolution des systèmes optiques. En effet, lorsque vous allez diaphragmer un système optique pour limiter au maximum la taille de votre point, vous ne pouvez pas atteindre une taille infinitésimale. Vous êtes limité par la longueur d'onde de l'objet. Un des exemples élémentaires de cet effet est la capacité, par exemple, de stockage des CD-ROM. Sur un CD-ROM, actuellement, on stocke les données sur des pixels élémentaires qui peuvent être lus par des diodes laser. La longueur d'onde de la diode laser est de 0,8 microns. Actuellement, on fait de grosses études pour réussir à diviser cette longueur d'onde par 2, car ça permettrait de diviser la taille de la donnée élémentaire par 4. Ça permettrait donc de multiplier la capacité de stockage des lasers par 4. Pas des lasers, des DVD par 4. Ceci est un exemple des limitations que fournit la diffraction dans le cas des systèmes optiques. Je vous remercie pour votre attention. La prochaine leçon sera consacrée à l'aspect électromagnétique de la lumière, où nous verrons comment les équations de Maxwell permettent de redémontrer le fait que l'onde lumineuse est une onde électromagnétique. Je vous remercie pour votre attention.